Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, je suis avec Alice Van Helden. Salut Alice. Salut. Donc Alice, c'est une philosophe des sciences spécialisée dans la physique. Elle est membre du comité para, on l'a déjà eu sur le podcast. Et alors aujourd'hui, en fait, on discutait avec elle et elle m'a proposé d'inviter Jérémy Attard. Salut Jérémy. Salut. Voilà, qui est un spécialiste de Popper. Alors, on va lui demander de se présenter. Mais donc, c'est parce que moi et Alice, on chattait de Popper. Et alors, elle m'a dit, mais je connais un mec qui s'y connaît vraiment. On va l'inviter. Et voilà, il est là. Alors, dis-nous, qui es-tu? Alors, Jérémy Attard. À la base, je suis physicien. J'ai une thèse en physique théorique. Enfin, j'ai un doctorat en physique théorique. Et j'ai découvert la zététique, notamment, pendant ma thèse, etc. Et j'étais toujours intéressé par l'épistémologie de manière générale, et là j'ai repris une deuxième thèse en épistémologie, notamment sur le problème de la démarcation. Alors je ne sais pas si je pourrais me dire encore ou déjà spécialiste de Popper, mais en tout cas oui, j'ai un peu regardé du coup évidemment ces questions-là qui sont au centre de mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse, pour être plus précis, il est à l'intersection de deux problèmes: le problème de la démarcation entre science et non-science, et le problème de l'unité épistémologique des sciences. En gros, est-ce qu'on peut définir la scientificité? Et est-ce qu'on peut définir la scientificité de manière indépendante de la discipline en question? Donc c'est très très large, très très ambitieux bien sûr, mais c'est plus exploratoire on va dire. Et Ouais, c'est parfait. Exactement la question qu'on se posait justement. Ouais, c'est des questions qui passionnent et qui agitent la communauté zététique. Mais donc avec Alice, notre discussion, c'était... souvent, bon, il y a beaucoup de zététiciens qui défendent un peu un falsificationnisme simpliste. Et alors, on leur dit qu'il faut aller plus loin, etc. Et puis, alors, dans le même ordre de discours, c'est moi d'ailleurs qui disais ça. On dit, bah, en fait, Popper, c'est un peu dépassé. Enfin, il y a eu, ça date, quoi. Il y a eu pas mal de. Et alors, il y a cette idée quand même qu'il y a. Ouais, ça peut faire controverse en philosophie, mais il y a eu des progrès depuis. Donc, l'idée qu'il y aurait eu des. Est-ce qu'il y a des progrès en philosophie? Mais donc, que les idées de Popper, en fait, elles seraient dépassées à l'heure actuelle. Et puis Alice, elle me disait, ben non, peut-être pas. Enfin, Alice, tu voulais défendre ta position en 30 secondes? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas spécialement de connaissances de Popper, pas du tout même. J'ai rien lu de lui, mais je me disais si. C'est-à-dire, là, on était en train de discuter de simplement un argument simpliste dont je me souviens plus d'ailleurs, et je me disais, Popper, c'est quand même un type qui a réfléchi énormément à la question, et donc je pense qu'il doit avoir fait un peu le tour des arguments contre qu'on aurait pu évoquer, et donc voilà, je voulais faire intervenir le spécialiste. Ouais, ce à quoi de toute façon, j'avais répondu que forcément, même à l'époque de Popper, on lui avait fait des remarques, et donc au fur et à mesure du temps, il avait certainement déjà fait évoluer ses idées, quoi. Allez, Jérémy, explique-nous, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut déjà replacer le falsificationnisme du coup dans son contexte et dans son contexte philosophique. Et du coup, si Karl Popper définit le falsificationnisme, c'est avant tout pour régler... ça lui permet de régler en gros deux problèmes. Selon lui, le problème de l'induction, le fait qu'on ne peut jamais, par un nombre fini de vérifications, confirmer de manière absolue une affirmation. Donc on ne peut pas confirmer une affirmation, on peut juste la corroborer dans une certaine mesure. Alors qu'on peut la falsifier si on trouve un contre-exemple. En gros, vu que la science empirique fonctionne par induction, c'est le problème de l'induction, c'est que fondamentalement, on ne peut jamais confirmer à 100%. Par contre, on peut falsifier quelque chose, et donc dès que l'instant où on falsifie quelque chose, on gagne de l'information. Alors en gros, confirmer une affirmation, ça ne nous fait pas gagner de l'information. Par contre, la falsifier, ça nous fait gagner de l'information. Donc ça lui permet de régler, selon lui en tout cas, ce problème-là de l'induction, et en même temps le problème de la démarcation, parce que lui il se pose vraiment la question de ce qui différencie fondamentalement les sciences et les pseudosciences ou les non-sciences. Parce qu'en fait le paradoxe, on va dire, à la source un petit peu du problème de la démarcation, c'est que si vous demandez à des scientifiques vous leur montrer des théories comme ça, puis vous leur dites d'après vous, est-ce que c'est scientifique ou pas scientifique, grosso modo,
En fait, il y a une sorte de consensus sur plein de choses, sur la théorie de l'évolution, sur la relativité, sur voilà, plein. Évidemment, il y a des endroits un peu de friction dans d'autres disciplines ou dans d'autres champs, mais grosso modo, on comprend en gros un peu de manière intuitive euh, comment différencier science et non-science. Et le paradoxe, c'est que on a pour l'instant trouvé aucun critère, aucune définition qui permettent de retrouver cette intuition en gros, quoi. Et donc le problème de la démarcation, moi je le définis comme ça, c'est essayer de formaliser un peu cette intuition qu'on a, et pour l'instant on n'a pas de consensus sur la question. En tout cas Popper, lui, son idée c'est ça, son idée c'est de dire, en fait, pour qu'un système soit scientifique, il faut qu'il soit potentiellement réfutable. Et au contraire, si on a un système qui n'est pas réfutable par l'observation, si en fait ce système de proposition peut s'adapter à n'importe quelle donnée empirique, en gros, le fait d'avoir raison ne nous apporte pas d'informations sur la validité ou d'informations sur le monde ou d'informations sur la validité de notre système. En gros, l'idée derrière, moi je le résume souvent comme ça, quand je le vulgarise, on va dire, c'est pas la science, c'est pas simplement avoir raison, c'est avoir raison alors qu'on aurait pu avoir tort. Et c'est là où, si on a raison alors qu'on aurait pu avoir tort, bah c'est là où on se dit, ok, on a mis le doigt sur quelque chose, parce que on n'a pas raison en fonction de juste notre langage, mais on a raison en fonction du monde, donc on est vraiment en train de dire quelque chose sur le monde. Oui, donc ça y est, je me souviens de l'objet de notre controverse. C'était à propos du fait qu'on dit forcément qu'il y a des propositions qui vont être non réfutables. C'est les espèces d'axiomes ou les principes de base, on va dire, sur lesquels sont basées les sciences, genre la physique, je sais pas, le principe de causalité, la conservation de l'énergie, des trucs comme ça, où vraiment euh, en fait, on ne pourrait même pas envisager une expérience. En fait, pour la conservation d'énergie, il y aurait moyen, mais pour la causalité, en tout cas, on ne pourrait même pas envisager une expérience qui puisse réfuter ça. Et pourtant, on l'utilise partout dans la physique. Alors, à ton avis, est-ce que du coup, on dirait qu'elle doit remettre en question ce principe-là de falsificationnisme? Ou alors, est-ce que ça veut dire que ces questions-là, elles ne sont pas de la science, en fait? Elles sont autre chose. Genre de la philosophie. Ben, je pense que je pense que déjà une question à se poser quand on parle du problème de la démarcation, tu vas voir que c'est en lien avec ce que tu viens de me demander. Une première question à se poser, c'est sur quoi ça porte la démarcation en fait? Sur quoi porte le qualificatif scientifique? Et en fait, on se rend compte que très souvent, c'est assez flou. On dit un truc est scientifique, une théorie, mais en gros, on peut appliquer le qualificatif scientifique sur plusieurs unités d'analyse. Est-ce qu'une affirmation toute seule peut être scientifique ou pas? Est-ce que c'est un ensemble d'affirmations euh, en connexion avec des données? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est une communauté épistémique, c'est-à-dire un champ épistémique, c'est-à-dire une communauté de scientifiques, de personnes qui travaillent sur un sujet? Sur quoi, en fait, on applique le qualificatif de scientifique et de pseudo-scientifique? Et le fait est qu'une affirmation en elle-même, en fait, l'idée de Popper, c'est vraiment d'avoir une sorte de... Moi, je le vois comme une approximation linéaire, en gros, de comment ça marche en général. C'est-à-dire que localement, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, localement, son idée, c'est basé sur le modus tollens, quoi. C'est-à-dire que on fait une prédiction on a un système qui nous prédit quelque chose. Et si on n'observe pas ce qu'on a prédit, ça veut dire qu'il y a un problème dans le système, quoi. Sauf qu'en fait, le fait est qu'on ne sait jamais exactement quelle hypothèse changer, quoi. Parce qu'il y a à la fois des hypothèses théoriques, mais à la fois des hypothèses qui portent sur les instruments de mesure. Voilà, en gros, c'est un peu ce que disaient Quine et Duhem, c'est qu'en gros, l'affirmation ne rentre pas directement en contact toute seule avec l'expérience. Et du coup, en fait, il faut déjà définir sur quoi on fait porter le qualificatif de scientifique. Et dans un second temps, ta question c'était quoi déjà? C'était. En fait, donc on est en train de parler des limites du falsificationnisme. Donc là, tu viens Oui, de c'est ça, pardon. donner une limite qui est Oui, pardon. si c'est des instruments de mesure ou si c'est un Ouais, ordre posé et pas la c'est question ça. qu'on est en train de traiter. Et la question, Ouais. c'est est-ce qu'il y a vraiment des. Est-ce que ces questions-là, justement, on doit les considérer comme de la science ou. Ouais. Ouais, non, je recoupe avec ce que je disais. Et du coup, en fait,
l'idée du falsificationnisme, pour moi, c'est qu'une théorie, elle doit faire des prédictions qui effectivement sont réfutables. C'est-à-dire, si on regarde une théorie comme une sorte de réseau un peu ramifié, en fait, la théorie, elle rentre en contact avec l'expérience, vraiment au bord de la ramification. Évidemment, ces prédictions-là, eh ben, elles doivent être réfutables en soi. Mais par contre, pardon? Quel degré de précision dans les prédictions? Parce que par exemple, l'évolution, on ne peut pas la prédire. Non, bien sûr. Après, quand je dis des prédictions, c'est au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être des post-dictions aussi. Hein, c'est-à-dire, c'est pas simplement une prédiction dans le futur. En gros, on a un système déductif et on regarde les conséquences de ce système déductif. Les conséquences les plus lointaines qu'on peut arriver, c'est ce qu'on appelle des prédictions. Et en fait, on se rend compte de deux choses. On se rend compte qu'effectivement, il y a des principes fondamentaux des sciences qui, en fait, sont pas en soi. Je vais t'arrêter 2 secondes pour vérifier Ouais. si j'ai bien compris ce que tu as dit juste avant. Donc, ce que tu appellerais une post-diction dans le cas de l'évolution, par exemple, c'est dire ok, on a tels animaux, on a telle physionomie et telle physionomie de telle espèce. Il devrait y avoir une espèce intermédiaire, donc on devrait trouver des fossiles, par exemple, qui ont cette physionomie-là, et puis on va creuser, on va trouver des fossiles. Et du coup, c'est une prédiction qui concerne le passé, par exemple. Ce serait ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, tout ce qui est reconstruction rationnelle, ou reconstruction, on va dire, théorique d'un objet qui est historique, donc pour lesquels on ne peut pas faire d'expérience, parce que c'est déjà passé, en fait, c'est dans le passé. Donc du coup, même en cosmologie, des choses comme ça, on a des objets historiques sur lesquels on va appliquer des théories donc pour reconstruire une histoire qui, de toute façon, est déjà passée. Donc typiquement, ça, c'est des prédictions aussi, en fait. Voilà, mais c'est pas juste c'est pas des prédictions dans le futur, quoi. C'est juste ce que la théorie prédit, ce qu'elle dit, en fait, juste qu'est-ce qu'elle nous raconte sur le monde, quoi. Et donc du coup, ça, de manière générale, on est assez d'accord pour dire que, bah oui, en fait, si c'est pas réfutable, c'est juste ça dit rien, quoi. C'est juste vrai par définition. Donc du coup, ça dit rien sur le monde, c'est pas vrai en fonction du monde, donc il n'y a pas de contenu empirique substantiel dans la théorie. Par contre, évidemment, dans les théories, il y a aussi des principes qui ne sont pas là pour être testés directement, mais qui sont là pour donner un cadre explicatif. Et du coup, en fait, on va regarder à l'intérieur de ce cadre explicatif, on ne va pas regarder s'il est vrai ou pas, c'est des questions qu'on pourra se poser bien sûr, mais méthodologiquement, en fait, on va juste se demander à quel point il est fécond. Et typiquement, le principe de conservation de l'énergie, si selon comment tu le formules, bah, en fait, tu peux très bien le formuler de manière complètement irréfutable. Parce que si tu me dis, bah, en fait, l'énergie se conserve, par contre, je ne te précise pas le type d'énergie qu'il peut y avoir dans ton système, bah, si tu fais une expérience où l'énergie ne se conserve pas, bah, tu te dis juste, bah, en fait, il y a une forme d'énergie que je n'ai pas pris en compte. Et en fait, ça, c'est fondamentalement, on pourrait dire, ah, bah, du coup, c'est pas scientifique, parce que ça ressemble un peu aux platistes qui vont rajouter les hypothèses ad hoc. C'est qu'en fait, ce principe de conservation, ce principe de conservation de l'énergie, vu vraiment comme un principe directeur, qui ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas remettre en question parce qu'il définit le cadre même d'explication, bah ça c'est à l'origine de plein de découvertes, notamment de la découverte des neutrinos. Neptune pour les équations de Newton. Alors, on explique peut-être un peu pour les auditeurs. Donc, oui. Le neutrino, c'est une particule qui est très, très, très difficile à détecter. En fait, on n'a pas vraiment de moyen actuellement de la détecter, à part en voyant qu'il manque de l'énergie. Donc, on a, par exemple, on va envoyer deux gros protons l'un contre l'autre qui vont s'exploser l'un l'autre. Et en explosant, ils vont produire plein de particules. On connaît la masse, la vitesse, etc. Toutes ces particules parce qu'on peut les détecter et qu'on les connaît déjà. C'est des électrons, des trucs comme ça. Et puis, on va voir qu'il manque quelque chose par rapport à la masse et la vitesse des protons qu'on avait au départ. Il y a quelque chose, il y a une partie qui a été perdue. Et donc là, on va dire, ah, ben ça, c'est une particule qui s'appelle, on l'appelle neutrino parce que le fait qu'il est neutre, sa charge est neutre. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a des principes dans les théories qui, justement, n'ont pas vocation à rentrer directement en contact avec l'expérience, mais qui sont des conditions mêmes du contact avec l'expérience. C'est-à-dire que c'est des conditions mêmes qui font qu'ensuite on va pouvoir voir ce que la théorie a dans le ventre, entre guillemets, quoi. Et dans toute théorie, bah, en fait, on va tester ces théories-là avec des instruments de mesure qui eux-mêmes dépendent d'autres théories, d'autres modèles. Enfin, il faut vraiment voir ça comme une sorte de réseau le plus cohérent possible, qui touche évidemment dans ses bords le réel, l'expérience, mais qui en soi
c'est pas directement. Par exemple, parfois, on va remettre en question le fait et non pas la théorie. Quand, encore pour parler de neutrinos, lorsqu'on a cru, il y a une dizaine d'années, mesurer des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, le truc le plus rationnel à faire, c'était pas de balancer la théorie de la relativité à la poubelle, c'était de se dire, en fait, le dispositif expérimental est tellement compliqué, avec des instruments de mesure partout, c'est très très compliqué. Bon, en fait, c'est bien probable qu'il y a un problème dans le truc expérimental et pas dans notre théorie, quoi. Donc en fait, cette histoire-là, elle a été vachement bien, je trouve. En fait, Popper était parfaitement au courant de ça. Hein. Enfin, en fait, souvent, Popper, le falsificationnisme et Karl Popper en général, on le caricature en disant ah mais regardez, il y a tel contre-exemple. Popper était parfaitement au courant de ça. Et d'ailleurs, quand on lit la première occurrence de son idée de falsification dans la logique de la découverte scientifique, il propose ce critère-là et il dit bon, on peut voir tout de suite quelques limites. Et en fait, dans les limites qu'il voit, il dit bah oui, en fait, on se rend compte qu'une affirmation ne peut pas être non plus falsifiée parce qu'en fait, on peut toujours trouver des hypothèses ad hoc en plus qui viennent boucher un petit peu les trous. Et en fait, le fait est que parfois, c'est très fécond de faire ça, parce que ça nous fait découvrir des choses, quoi. Et du coup, en fait, il a développé un autre truc qui s'appelle le falsificationnisme méthodologique, falsificationnisme sophistiqué, et notamment avec son disciple Imre Lakatos. Et ça, c'est super important à garder en tête. En fait, l'idée, c'est que, oui, bien sûr, en fait, on a le droit, entre guillemets, de rajouter des hypothèses ad hoc pour en gros, on a une affirmation, elle est réfutée par l'expérience, et ben on peut en gros rajouter des hypothèses pour faire en sorte que l'affirmation en fait soit confirmée par l'expérience et pas réfutée, donc pour en gros s'immuniser contre la réfutation localement. Et ça, on a le droit de le faire si en fait ça nous fait progresser dans notre connaissance. Donc si en fait ça nous fait découvrir des trucs. Si à chaque fois qu'on fait ça, on découvre de nouvelles choses, par exemple le neutrino, Neptune, etc., et ben là, en fait, on est parfaitement... on n'est pas en train de faire de la pseudo-science, quoi. Et en fait, Lakatos, à partir de ça, il a développé ce qu'il a appelé des programmes de recherche. Et en fait, l'idée, encore une fois, là, ça recoupe un peu avec ce que je disais avant, c'est quelle unité d'analyse on prend pour la démarcation. Est-ce qu'on peut parler d'une théorie pseudo-scientifique, d'un modèle, de quoi on parle. Et en fait, lui, il dit, on a fait une erreur en pensant qu'on pouvait appliquer le qualificatif de scientifique à une théorie. En fait, pour lui, il faut prendre des séries de théories. C'est-à-dire une théorie qui a une anomalie, on prend une deuxième théorie qui a toute la première théorie plus, on va dire, des hypothèses ad hoc pour corriger l'anomalie, etc., etc., etc. Et là, on prend toute une série de théories, et on peut dire, non pas d'une théorie isolée, mais de toute la série de théories, si on est dans une série de théories progressive ou au contraire une série de théories dégénératives. Et donc pour lui, il résout un peu un conflit qu'il y avait entre Popper et Kuhn, parce que voilà, Popper dit par exemple l'astrologie c'est pas scientifique parce que c'est pas réfutable, et Kuhn il dit l'astrologie en fait c'est réfutable et ça a été réfuté, c'est juste faux quoi. C'est juste faux, ça marche juste pas. Et alors que Popper disait plus que ça, il disait non, en fait, c'est pas réfutable parce qu'à chaque fois qu'on leur dit regardez, votre prédiction n'est pas réalisée, et ben ils vont trouver des hypothèses ad hoc. Et en fait, Lakatos, il dit en gros, en fait, vous avez tous les deux raison, c'est juste que vous parlez pas exactement de la même chose parce qu'en fait, c'est irréfutable au sens de Popper. Pour Popper, c'est irréfutable parce qu'en fait, la série de théories est dégénérative. C'est-à-dire à chaque fois qu'on rajoute des hypothèses ad hoc, c'est pas pour découvrir de nouvelles choses, c'est juste pour, en gros, penser le problème qu'il y avait juste avant, quoi. Et du coup, Kuhn aussi a raison aussi, dans le sens où, oui, en fait, à chaque fois, c'est réfutable, mais c'est juste réfuté, quoi. Et en fait, le truc, c'est que un des problèmes avec le critère de démarcation, c'est qu'on a vraiment du mal à trouver quelque chose qui soit pas du tout réfutable, quoi. Et quand on regarde, encore une fois, sur les principes de base des théories, en fait, c'est normal qu'ils ne soient pas réfutables parce que c'est pas sur ça qu'on va les juger. Et typiquement, c'est ça que Lakatos aussi amène avec ce qu'il appelle des programmes de recherche.
les programmes de recherche de Lakatosh, qui est vraiment un modèle, je pense, encore valide sur plein de choses. Hein. C'est très, très, très intéressant. Et, et ça synthétise en fait pas mal de choses. Alors ça date des années 70, mais je pense qu'il y a quand même encore quelque chose à, à garder, beaucoup plus fin, on va dire, que le falsificationnisme en soi, quoi, ce qu'on a l'habitude de raconter en zététique notamment. Et en fait, pour lui, un programme de recherche, il est constitué principalement de deux choses, d'un noyau dur, il y a un ensemble de définitions, d'hypothèses, d'axiomes qu'on ne va pas toucher, en fait, juste qu'on considère comme étant vrai, et d'une sorte de ceinture d'hypothèses auxiliaires autour de ce noyau dur. Et en fait, c'est cette ceinture d'hypothèses qui va se prendre dans la figure le modus tollens, à chaque fois qu'il y aura une réfutation. Et du coup, on ne va jamais toucher le noyau dur de la théorie, et on va juste voir dans quelle mesure on peut ajuster les hypothèses autour pour nous faire découvrir des choses. Du coup, en fait, on ne va pas juger de la scientificité d'un programme de recherche, d'une théorie, via la validité, la vérité de ces principes, mais via leur fécondité. C'est-à-dire, en gros, on va poser un noyau dur. Très souvent, en fait, on ne va pas se réveiller un matin en posant un noyau dur. Hein. C'est tout un ensemble de petits modèles, de proto-modèles, de bricolage à droite à gauche qui tout à coup se synthétisent. Et on les synthétise avec un noyau dur, des principes, etc., qu'on ne touche plus. Et on va voir à quel moment. Et là, à partir de là, on va essayer de le faire aller sur des nouvelles expériences, sur de nouvelles observations, et on va voir dans quelle mesure il arrive à s'adapter, en fait, et à absorber les anomalies pour produire de la connaissance. Et en fait, c'est ça, moi je le vois vraiment comme ça, le truc des programmes de recherche de Lakatosh. C'est vraiment, en gros, il dit un noyau, une théorie, une théorie, elle est scientifique si justement elle peut absorber des anomalies pour produire un progrès, quoi, dans notre connaissance, quoi. C'est ça sa valeur, en fait. C'est pas directement la validité pure de ces principes qui n'a même pas de sens en soi, quoi. Et donc, quand tu dis produire un progrès, c'est que ce progrès, tu vas vérifier que c'est bien un progrès par d'autres moyens, c'est ça? Ça va être confirmé par sa cohérence avec d'autres moyens d'arriver au même résultat. Ouais, exactement. C'est alors, ça peut être ça, mais de manière générale, en fait, c'est juste quand on a une réfutation apparente d'une des prédictions de notre théorie, du coup, on va faire une hypothèse ad hoc, et on va faire en sorte que l'hypothèse ad hoc, pour qu'elle soit pas ad hoc, justement, elle soit pas là juste pour corriger l'anomalie, mais elle prédise elle-même d'autres choses qui sont ensuite confirmées. L'exemple de Neptune, pour ça, c'est de l'épistémologie servie sur un plateau par l'histoire des sciences, quoi, hein. C'est en gros, on observe Uranus qui a une trajectoire qui ne correspond pas exactement à ce qu'on attend de la théorie de Newton. Du coup, on se dit non, mais la théorie de Newton, une des hypothèses, c'est que elle soit bonne, elle soit toujours valide, mais qu'il y ait quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, on va inventer une planète Neptune, Le Verrier et Adams aussi en Angleterre avaient fait les calculs. Et on va dire, si cette planète existe, et si on suppose que la théorie de Newton est encore valide, alors elle devrait ressembler à ça, être à cette distance-là, avoir plus ou moins cette masse, etc. Et en fait, juste si on a dit ça, pour l'instant, on n'a rien dit, parce qu'on a juste reformulé le problème, parce qu'on n'a pas produit de nouvelles prédictions. Et en fait, ça produit une prédiction indépendante de la trajectoire d'Uranus, parce que la prédiction que ça prédit, c'est, les gars, si vous regardez dans cette direction à tel moment, normalement, vous allez voir un point lumineux qu'on n'a pas vu avant, quoi. En fait, on l'avait déjà vu avant, mais on ne savait pas que c'était Neptune. Mais... Et du coup, là, en fait, on n'a pas simplement mis cette hypothèse pour corriger la trajectoire d'Uranus. Cette hypothèse a permis de produire une prédiction qui, en soi, est indépendante de la trajectoire d'Uranus, quoi, et qui a été confirmée. Et à partir de là, du coup, c'est ça en fait qu'on peut, on peut définir une série de théories ou une série de modèles, on va dire, qui progressent de cette façon-là, quoi. Oui, donc pour revenir un peu. Oui. Oui, non, moi je le disais, oui, pour revenir un peu à la question de départ. Si je synthétise, si j'ai bien compris ce que tu nous racontes,
moi, je dirais donc Popper. Bon, le problème, c'est qu'on présente souvent une version très simpliste de sa théorie. Popper avait largement conscience des problèmes qu'on pouvait lui faire comme objection. Donc, euh, dans ce sens-là. Mais après, j'ai quand même eu l'impression qu'après, tu nous disais, bah, finalement, Lakatosh a quand même proposé une sorte de synthèse entre les idées de Kuhn et de Popper. Et donc, il y a quand même eu une sorte de progrès. Enfin, est-ce qu'on pourrait dire que Lakatosh, c'est quand même un pas en avant par rapport à ce que propose Popper, ou est-ce que je te fais dire quelque chose que tu n'as pas dit? Si, ouais, je pense qu'on peut parler de progrès. D'ailleurs, il n'y a pas eu de rupture nette entre Popper et Lakatos, je pense. Et clairement, enfin, c'est une bonne synthèse. En fait, ça intègre tout ce qu'il y a à intégrer du falsificationnisme. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans. Je pense que, en fait, quand on lit Popper, typiquement, la connaissance objective, ça je vais là. Quand on lit la connaissance objective, on se rend compte qu'en fait, le gars, il avait réfléchi, quoi. Dans le sens où très souvent, on va résumer Popper en une slide dans un truc de zététique et on va complètement le caricaturer. Très souvent, les gens qui vont attaquer Popper, ils vont le caricaturer aussi. Donc en fait, il est caricaturé par tout le monde, par ceux qui le soutiennent, par ceux qui le... Enfin, de manière générale, bien sûr, hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément lu le truc. Et en fait, quand on lit, par exemple, ça, pour moi, c'est vraiment le bouquin à lire de Popper, c'est la connaissance objective, il y a toute son épistémologie dedans. Et en fait, là, on se rend compte que tous ces problèmes-là, il y avait pensé, quoi. Je pense, pour moi, c'est un truc encore à garder, quoi. Donc, c'est pour dire que juste ce qu'a fait Karl Popper, ça a été extrêmement fécond et que les programmes de recherche de Lakatosh, effectivement, je pense, intègrent le meilleur, en gros, du falsificationnisme dans une version plus réaliste. Et qui permet de faire l'histoire des sciences. Qui permet, en fait, c'est ça le truc, c'est que Lakatosh, avec son modèle de programme de recherche, il ne permet pas uniquement de reconstruire rationnellement la structure conceptuelle et la justification des théories, donc de faire de l'épistémologie, mais il permet aussi de faire de l'histoire des sciences, c'est-à-dire de reconstruire rationnellement le progrès historique des connaissances, avec voilà, tout ce qu'il y a de contingent, etc., quoi. Oui, alors au début, tu disais qu'il y avait deux aspects à la théorie de Popper, bon, l'aspect falsificationnisme, mais aussi le fait qu'il voulait utiliser le falsificationnisme comme critère pour la démarcation de science et pseudosciences. Et enfin, je sais pas, là, j'ai l'impression que là, ça pose plus de problèmes donc, comme critère. Enfin, il n'y a pas de consensus que Popper Non. aurait trouvé un critère qui tienne la route. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand on veut, donc du coup, si on revient au problème de la démarcation, c'est-à-dire donner une définition de la scientificité, en gros, quoi. Donc, par exemple, un ensemble de critères. Si on avait un ensemble de critères, alors lui, un critère, bon, mais si on a un ensemble de critères qui définissent, si on veut avoir une liste de critères qui soit une définition de quelque chose, par exemple une définition de ce que c'est scientifique, il faut avoir une liste de critères qui sont individuellement nécessaires et collectivement suffisants. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un des critères qui manque, la truc n'est pas scientifique. Par contre, si tous les critères et uniquement eux sont remplis, et ben là, on est sûr d'avoir un truc scientifique. Bon, ça, on n'est pas arrivé du tout. C'est encore un sujet voilà, qui recommence à attirer l'attention. Et je pense que la réfutabilité, ce qu'on a reproché à Popper, c'est de dire, mais regardez, il y a des trucs qui ne sont pas réfutables et qui pourtant sont de la science. Et en fait, ça dépend, parce que ça dépend ce qu'on entend par... ça dépend le statut qu'on donne à ce critère-là. Si c'est un critère nécessaire, si on se dit, en fait, la science, c'est nécessairement réfutable, ça veut juste dire que si on a un truc irréfutable, c'est pas de la science. Mais ça veut pas dire que ça suffit. Ça veut pas dire que, par exemple, la Terre est plate, c'est réfutable, mais en fait, c'est juste réfuté. Donc, le fait est, c'est que ce qu'on lui a reproché, c'est ça, c'est de dire, en fait, le critère de réfutabilité, il est ni nécessaire ni suffisant. Notamment dans l'article de Laudan, en 1983, qui enterre pour une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, le problème de la démarcation. The Demise of Demarcation, je crois, ça s'appelle, The Demarcation Problem. Dans cet article-là, en fait, il montre ça. Il dit, en fait, c'est bien intéressant et tout, mais il y a des choses qui sont irréfutables et qui sont considérées comme étant de la science. Il y a des choses qui sont réfutables et qui ne sont pas du tout considérées comme étant de la science.
C'est pas, voilà, c'est plus compliqué que ça. Et pour lui, bon, bah, il finit par dire que c'est un pseudo-problème et qu'en fait, on n'a pas besoin de reconstruire rationnellement cette intuition que l'on a naturellement, on va dire, entre science et pseudo-science. Mais du coup, effectivement, en fait, ça c'est une vraie question quand même si on peut quand même continuer à travailler sur le problème de la démarcation, c'est une vraie question. Et effectivement, le bah, c'est un des défauts, évidemment, c'est que bah, ça ne discrimine pas non plus de manière très nette. C'est sûr que si on a une théorie qui est tellement vague dans sa description que tout peut à peu près s'accommoder à ce qu'elle dit, bah, on sent bien que en fait, elle va avoir raison, mais pas parce que y a une validité intrinsèque ou parce qu'elle est féconde, mais juste parce que c'est tellement flou que. Donc on sent bien que ce genre de truc, c'est important quand même de se demander à chaque fois, ok, mais quand tu mesures, quand tu fais des diagnostics, quand tu catégorises, quand tu observes, les catégories en fait que tu vas utiliser, les types de base que tu vas utiliser pour juste regarder le monde, et bah, du coup, c'est important de savoir s'ils sont assez bien définis, s'ils sont pas trop vagues, parce qu'on sait que si c'est trop vague, bah, en fait, on va pouvoir toujours accommoder tout. Donc, je pense qu'il y a quand même des endroits, c'est toujours pareil, il y a des endroits où le falsificationnisme, il a encore son mot à dire réellement. Mais encore une fois, c'est une question d'échelle. Et si on regarde une théorie dans son ensemble, bah, ça va pas être exactement la même chose que si on se place localement à une prédiction donnée où tout le reste est fixé, quoi. Quand on regarde une théorie dans son ensemble, ou encore pire, comme Quine fait cette image-là de notre savoir comme une immense toile interconnectée, où en fait, dans une théorie, on va utiliser des hypothèses qui viennent d'une autre discipline, d'une autre théorie, etc. Et du coup, qu'en fait, une fois qu'on a cette toile touche l'expérience uniquement à ses bords, et qu'à chaque fois qu'il y a une anomalie, bah, en fait, il y a plein de façons d'accommoder cette toile à l'anomalie. Mais évidemment que tout le monde reconnaît que s'il y a une prédiction qui est fausse, bah, il faut changer quelque chose, quoi. S'il y a une prédiction qui n'est pas le modus tollens, fonctionne toujours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en gros, si on arrive à une prédiction qui est a priori falsifiée, bah, il y a bien quelque chose à changer dans la théorie. C'est juste que c'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. On sait jamais, en fait, on peut jamais être sûr de ce qu'il faut changer ou pas, quoi. Du coup, on tâtonne. Et parfois, on garde des hypothèses. Parfois, on tient à nos hypothèses et on les garde. Et en fait, il se trouve que ce comportement qui pourrait paraître pseudo-scientifique parce qu'on tient trop à notre hypothèse, eh ben, il s'avère fécond, en fait, parce qu'on avait raison à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que... Ouais. Non, dis. Je pense qu'il serait pas mal pour avoir une espèce de consolidation de cette idée de fécondité, c'est si on pouvait trouver un exemple d'une théorie où, quand on a essayé de mettre des hypothèses ad hoc, de les vérifier, on est tombé sur le fait qu'on n'arrivait pas à les vérifier, aucune des hypothèses ad hoc de la théorie, et que du coup, on a dû revenir sur quelque chose de plus profond, quoi. Ou justement sur des hypothèses plus fondamentales. Est-ce que tu auras un exemple de ça, ou est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble, peut-être? Bah, je pense que l'exemple de Vulcain, il est peut-être pas mal. C'est-à-dire que suite à... Enfin, parce qu'en fait, ce qu'on a reproché aussi à Popper, je ne sais pas si c'est vraiment à raison, mais en tout cas à une idée qu'on se faisait de Popper, ce qu'on lui a reproché, c'est de dire, mais en fait, on va jamais abandonner une théorie entière. Si on a une théorie qui est bien corroborée et qu'on a une prédiction qui est fausse, et personne ne fait ça. Enfin, genre, ça n'a même pas de sens. C'est même absurde de virer la théorie tout à coup, quoi. C'est juste que bah, ça va l'amender. Donc c'est pour ça que le modèle de programme de recherche de Lakatosh, il est beaucoup plus fin pour ça. Parce qu'en fait, il permet de comprendre comment on amende, en gros, ce truc-là. Et en fait, Lakatosh, ce qu'il dit aussi, c'est qu'un programme de recherche, il ne rentre pas tout seul en contact avec l'expérience, mais c'est plusieurs modèles ou plusieurs théories face à des données empiriques. Et en fait, on n'a jamais la théorie, le qualificatif de scientifique, c'est pas autant une qualité intrinsèque d'une théorie, mais c'est une qualité relative à d'autres théories. C'est-à-dire qu'on a la meilleure théorie par rapport à d'autres. Donc il faut vraiment penser les théories en compétition les unes contre les autres, ou les modèles en compétition les unes contre les autres. Et le qualificatif de scientifique, c'est pas une qualité intrinsèque d'un modèle ou d'un autre, c'est une qualité qui ne se définit que relativement à d'autres modèles disponibles.
et à des données empiriques disponibles aussi. Et du coup, pour revenir sur ta question, si on regarde par exemple après Neptune, du coup, ils ont découvert Neptune par le calcul, entre guillemets. Ils ont prédit son existence avant même de l'avoir observé. Et ils ont vu que dans la trajectoire de Mercure, il y avait des problèmes aussi. En gros, les trajectoires autour du Soleil des planètes, elles font des ellipses. Mais vu qu'il y a des interactions avec les autres planètes, elles font des ellipses dont le périhélie, c'est-à-dire l'axe, en gros, si vous voulez, l'axe va aussi être en rotation. Donc en gros, c'est des trucs beaucoup plus compliqués que des ellipses, quoi. C'est des ellipses qui elles-mêmes sont en gros en rotation. Et en fait, on s'est rendu compte que le périhélie de Mercure avançait par rapport à ce qui était prédit. C'est-à-dire que la théorie de Newton prédit une avancée du périhélie de Mercure. Enfin, évidemment, une rotation, quoi, une précession. Mais on s'est rendu compte qu'il avançait trop vite, quoi. Trop vite de pas beaucoup, hein. C'est sur des trucs, je crois que c'était quelques secondes d'arc par siècle, voilà, c'est absolument rien. Mais c'était quand même visible. Donc, et clairement, ça rentre en contradiction avec ce que la théorie de Newton nous racontait. Et en fait, les gars, à l'époque, ils se sont dit, c'est bon, on va faire pareil que pour Neptune, quoi, que pour Uranus. Il y a sûrement une planète entre le Soleil et Mercure qui doit se trouver là et qui résout l'anomalie. Et en fait, ils ont essayé de calculer son orbite pour savoir où elle était. En fait, il l'observait pas. Alors, il y a plein de gens qui ont pensé l'observer. Et d'ailleurs, un bouquin que j'avais lu sur ça, c'était vraiment de l'histoire des sciences sur je crois que ça s'appelle Hunting for Vulcan, un truc comme ça. Donc la chasse à Vulcain, quoi. Qui raconte en fait tous les gens qui ont pensé l'observer. En fait, c'était des taches solaires, quoi, principalement, ou d'autres choses, et qui étaient vraiment persuadés de l'observer et pour des bonnes raisons. Et en fait, à chaque fois qu'on l'observait pas, on pouvait toujours rajouter une hypothèse en plus pour dire pourquoi on l'observait pas. Typiquement, en fait, ça doit pas être une planète, ça doit être peut-être un cercle d'astéroïdes autour du Soleil. En fait, comme ça, on diminue en gros la portée de notre prédiction et on la vide de tout contenu, parce qu'au bout d'un moment, si c'est plus juste vérifiable, on se rend compte qu'on est juste avec une hypothèse qui sert simplement à expliquer pourquoi Mercure bouge pas comme elle devrait bouger, mais qui ne permet pas d'aller plus loin, quoi. Et en fait, ça, pour autant, ça restait à l'époque la solution la plus rationnelle, selon les critères de scientificité. C'est-à-dire, le truc le plus rationnel, c'est pas de dire que la théorie de Newton est plus valide. Parce que tout simplement, si on n'a pas de théorie pour la remplacer, on n'a rien dit quand on a dit ça. Quand on dit, en fait, la théorie de Newton a peut-être atteint ses limites, en fait, on est juste en train de reformuler le problème si on ne propose pas de nouvelles théories. Et du coup, il faut attendre 1915, avec Einstein et la relativité générale, au sein de laquelle, justement, la trajectoire de Mercure n'est pas du tout une anomalie, en fait. Mais vous voyez le truc de, quand on regarde, ça c'est la question des anomalies intrinsèques, c'est vraiment quand on est face à une anomalie, comment est-ce qu'on sait si c'est quelque chose qui va pouvoir être absorbé par des hypothèses auxiliaires, ou alors comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment la limite de la théorie. Et ça, c'est impossible à savoir, a priori. C'est impossible à savoir. Mais pour que ça soit une anomalie, il faut considérer que le cadre dans lequel c'est une anomalie est vrai. Parce qu'en fait, c'est une anomalie simplement dans un cadre. Dans le cadre de la relativité générale, c'est pas du tout une anomalie. Mais du coup, si on est face à l'anomalie et qu'on dit en fait, c'est juste que le cadre dans lequel on est doit avoir atteint ses limites, du coup, c'est pas qu'on a résolu l'anomalie, c'est qu'on est sorti du cadre dans lequel c'était un problème, quoi. Si on n'a pas justement de nouveau cadre pour le comprendre, quoi. Et donc, du coup, c'est. Et donc là, ce qu'on a fait, en vrai, c'est qu'on a dit l'hypothèse qu'on va réfuter finalement, c'est pas cette hypothèse on va pas rajouter l'hypothèse de la planète Vulcain, on va réfuter une autre hypothèse qui était que le temps est absolu. C'était une hypothèse fondamentale du noyau, quoi, de la théorie de Newton. Ah ouais, on a même remplacé le noyau dur, quoi. Là, on est dans un autre programme de recherche avec un noyau dur qui est vraiment complètement différent. Il y a d'autres trucs dans le noyau dur qui sont restés, enfin, genre la causalité. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a remplacé genre la majorité du noyau dur, quoi. Les équations fondamentales, la façon de voir la gravitation, il y a vraiment des choses qui ont été complètement remplacées, quoi. Et, le livre dont tu parlais, c'est juste pour les auditeurs, c'est The Hunt for Vulcan and How Albert Einstein Destroyed a Planet, Discovered Relativity
and Deciphered the Universe. C'est bien celui-là? Ouais, c'est lui, ouais. C'est Thomas Levenson. C'est un titre très long. Donc, c'est la chasse pour Vulcain, comment Einstein a détruit une planète, découvert la relativité et déchiffré l'univers de Thomas Levenson. Ouais, il est hyper facile. Il est super facile à lire. Enfin, c'est une histoire, quoi. Je sais pas si c'est. Enfin, c'est pas académique, quoi. C'est plus une histoire, mais qui est super intéressante pour justement voir comment, en fait, au sein même de la communauté scientifique, on peut avoir des comportements qui nous paraîtraient pseudo-scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, on y croit à Vulcain, parce qu'on a toutes les bonnes raisons d'y croire à l'époque, donc fin du 19e siècle, toutes les raisons d'y croire, parce qu'en fait, ça a déjà marché, donc à problème similaire, réponse similaire, donc il n'y a pas plus rationnel que ça, quoi. Et comment, en fait, les gens qui ont cru voir Vulcain, en fait, avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient vraiment en train de voir cette planète-là, quoi. C'était pas du tout irrationnel. Ce qui serait irrationnel et pseudo-scientifique, c'est aujourd'hui de croire à l'existence de Vulcain. Exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est que justement, en fait, le problème, c'est qu'il faut voir l'échelle de temps sur laquelle les comportements scientifiques se maintiennent. Ouais. Parce qu'il y a quand même, dans les pseudosciences, il y a un maintien de ces comportements. Il n'y a pas un effacement de ces comportements au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais s'accrocher. Sur 50 ans, ça reste, ok, 50 ans, c'est rien par rapport à l'échelle de la science, donc pas de souci. Ouais, mais si on regarde l'éther, par exemple, c'est resté dans des papiers bien après 1905. Donc l'éther, c'est une hypothèse qui a été balayée par la relativité restreinte. La même année d'ailleurs, la même personne, c'est-à-dire Albert Einstein, a amené des raisons théoriques de croire aux atomes, avec une modélisation de l'effet. Pardon ? Non, oui, photoélectrique, mais surtout du mouvement brownien. Ah oui. Non, c'était une belle année. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, et pourtant, des années après, il y avait encore des gens qui s'accrochaient à l'idée que non, il n'y avait pas d'atomes, ou que de l'autre côté, qu'il y avait quand même un éther et que c'était pas si simple. Donc en fait, évidemment que ça prend du temps. Ça prend du temps à s'installer, etc. Mais le truc, c'est que si on regarde à plus grande échelle, il arrive toujours un temps où ça se synthétise et où en fait les idées meurent avec les gens les idées qui ne sont pas vraiment ancrées, enfin qui ne sont pas fécondes, finissent par mourir et qui ne sont plus compétitives, finissent par mourir en fait avec leur tenant, quoi. Ouais, et ceci dit, cet exemple-là, je suis pas sûre que ce soit un bon exemple parce que pour le coup, l'éther, il servait à expliquer la propagation de la lumière. Et on n'a rien d'autre pour le moment pour expliquer la propagation de la lumière. Enfin, c'est pas qu'on n'a rien d'autre, c'est qu'on a 15 interprétations de la physique quantique et qu'en fait, on ne sait pas laquelle est la bonne, mais il n'y a aucun prof de physique qui peut expliquer avec certitude à ses étudiants comment la lumière se propage, quoi. C'est une propagation d'une vibration de quoi? Enfin, et on dit oui, les champs électromagnétiques, mais c'est pas vraiment le champ. Enfin, pas pour tout le monde. En tout cas, pour tout le monde, c'est pas forcément un truc qui s'appelle le champ électromagnétique qui existe et qui vibre. Tu vois. Il y en a certains qui pensent que c'est juste une propriété du coton, le champ électromagnétique. Donc, c'est pas vraiment une espèce de tissu qui vibre, quoi. Donc en fait, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Donc le fait que les terres soient restées aussi longtemps, ça montre aussi qu'on est sorti du cadre, mais sans vraiment dans autre chose pour remplacer ce que c'est. Donc, je crois que ça, c'est toujours un exemple de manque de suffisance de la physique, enfin, de l'interprétation de la physique quantique, en fait, là, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un détail. Oui. Non, je suis d'accord. Mais c'est juste pour dire que voilà, en fait, il y a des comportements au sein des communautés scientifiques qui produisent de la science, qui produisent des choses que tout le monde reconnaît comme étant de la science, mais qui pour autant ressemblent parfois à des comportements en eux-mêmes qui peuvent être attribués à ce qu'on appelle les pseudosciences. Parce que voilà, en fait, les critères de scientificité sont conditionnés par les données empiriques disponibles et par les hypothèses disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'en fait, très souvent, les gens ils disent mais en fait, ça n'a pas de sens de définir des critères de scientificité parce qu'une même théorie peut changer de statut en fait. Une même théorie a été considérée comme étant scientifique à un moment et plus scientifique maintenant. Donc c'est quoi vos critères là ? Vos critères de scientificité, ils peuvent pas marcher puisqu'on a considéré des trucs, par exemple, l'héliocentrisme. À un moment donné, on n'avait pas le fait que voilà, un modèle du système solaire avec le
le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour. Pendant très longtemps, on n'avait pas assez de données empiriques pour corroborer ce modèle. Et en fait, le modèle le plus efficace pour expliquer ce qu'on observait à l'époque, c'était le modèle géocentrique, avec la Terre au centre et tout qui tourne autour. Et du coup, c'était le plus scientifique. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait défendu l'autre modèle, il n'aurait pas eu de données empiriques à l'appui de ses propos, à l'appui de... Enfin, en tout cas à l'époque, quoi. Et ensuite, avec des nouvelles... Donc en fait, c'était le plus scientifique à l'époque. Et donc, il faut vraiment... Moi, pour le critère de scientificité, je le vois plus comme un algorithme qui met en relation des données empiriques et des propositions, et donc qui peut être défini de manière anhistorique, c'est-à-dire indépendamment des conditions de production de ces hypothèses ou de ces données. Par contre, du coup, il faut accepter que le statut de science et de pseudo-science change, ou non-science change au cours du temps, quoi. Et du coup, ça permet pour moi, d'intégrer comme ça des éléments complètement contingents, typiquement des gens qui ont des nouvelles idées qu'on n'avait pas imaginé avant, ou des nouvelles données empiriques qui arrivent parce qu'on a des nouveaux instruments, etc. Du coup, le voir comme un algorithme qui met en relation des données empiriques et des systèmes d'énoncés, je trouve que ça résout un petit peu ce truc-là, quoi. Parce qu'il y a une chose vraiment à garder à l'esprit, je pense qu'on n'en a pas parlé, ça aurait été peut-être pas mal de commencer par ça, c'est qu'en fait, très souvent, on dit oui, mais Kuhn a réfuté Popper. Ce qui dit Kuhn, en gros, voilà, c'est que les gens font pas ça dans la vraie vie. Les gens n'essayent pas de réfuter leur théorie, donc en fait, parfois ils s'y attachent pour rien, on ne sait pas trop pourquoi, finalement c'est fécond, voilà, donc Popper, en fait, personne ne fait ce que dit Popper. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses à vraiment pas confondre, c'est que Popper et Kuhn, ils parlent pas du tout de la même chose. Il y en a un qui fait de la philosophie, de la logique des sciences, et l'autre qui fait de l'histoire et de la sociologie des sciences. Et du coup, c'est confondre les deux, c'est confondre contexte de découverte et contexte de justification. C'est-à-dire que si on prend l'épistémologie et la philosophie des sciences, mais notamment l'épistémologie, en se disant en fait c'est la reconstruction rationnelle du cadre conceptuel et des modes de justification d'une théorie, on va reprendre la théorie, déshistoriciser entre guillemets, quoi, et puis on va regarder ce qu'elle a dans le ventre, on va regarder ses éléments contingents, ses éléments nécessaires, la structure logique, comment elle se connecte aux données empiriques, et à partir de ça, et uniquement de ça, on va pouvoir dire ou pas si elle est scientifique. C'est ça le problème de la démarcation, c'est est-ce qu'on peut faire ça ou pas. Et après, il y a l'histoire et la sociologie des sciences qui va s'intéresser aux conditions historiques et sociales de production de telle ou telle hypothèse, de production de telle ou telle nouvelle théorie, etc. Et là, on va pouvoir faire des liens justement avec des aspects politiques, des aspects de la société en général. Et en fait, cette distinction-là, elle me semble quand même importante. Et du coup, alors il y en a qui peuvent la remettre en question, c'est assez minoritaire en philosophie des sciences, il y a des gens qui remettent en question cette distinction. Mais bon, on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Donc voilà, je dis ça juste pour dire que moi, ce que je raconte là, c'est pas forcément ce que pensent tous les philosophes des sciences ou tous les épistémologues. Je pense que c'est quand même ce que pense une majorité. Mais voilà, bon, je peux être corrigé sur ça si j'ai tort. Mais en tout cas, moi, je fais clairement cette distinction, même si elle est idéale, peut-être, mais en tout cas, ça permet de penser quand même les problèmes de manière différente, quoi, et de manière plus précise. Et du coup, l'épistémologie, donc ce que fait Popper, le critère de réfutabilité de Popper, ça porte pas sur ce que doivent faire les scientifiques au jour le jour. Ça porte sur, quand tu regardes une théorie, comment tu sais si tu es face à quelque chose de scientifique ou pas. Et du coup, si ta théorie, tu te rends compte qu'elle est infalsifiable, ou que les catégories pour penser le monde, elles sont tellement floues que tu peux tout rentrer dedans, etc., tu te dis, là, on est sur quelque chose qui est moins scientifique que si on avait des prédictions plus précises, etc. Et c'est tout. Et après, le truc, c'est que dans la vraie vie, évidemment qu'on ne fait pas hypothèse, prédiction. Ah, la prédiction est fausse, on va changer d'hypothèse. Personne ne fait ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui se passe dans la vraie vie. Parfois, on tient à nos hypothèses pour des raisons métaphysiques, pour des raisons politiques, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rationalité et l'objectivité scientifique. Et du coup, reconstruire, l'épistémologie, c'est vraiment reconstruire indépendamment, essayer, peut-être que c'est pas possible, peut-être que c'est compliqué, mais en tout cas, c'est essayer de reconstruire rationnellement la structure conceptuelle et logique de justification des théories. Ouais, c'est intéressant parce que justement, cette idée que Popper est comment dire, oui, c'est ça, réfuté, ça vient probablement aussi de là, quoi. Donc, de cette idée fausse que Kuhn aurait réfuté Popper, ça, c'est, maintenant que tu le dis, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça
Ça doit être ça qui a généré cet effet-là aussi, quoi. Ouais, non, c'est sympa. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Ouais. J'ai juste une dernière question Ah, vas-y, fonce, par ouais. rapport à ça. C'est du coup, est-ce que ce serait pas intéressant maintenant d'essayer de chercher des choses dans la communauté scientifique qui fonctionnent différemment des communautés dans des disciplines pseudo-scientifiques? Et justement, je pensais à un truc, c'est qu'en ce moment, on est face à un problème en physique où on pense qu'il y a une théorie qui est peut-être falsifiable, enfin peut-être pas falsifiable, c'est la théorie des cordes, des supercordes, précisément. Parce on a donc cherché des prédictions de la théorie, on les a pas trouvées, et la théorie a dit oui, mais en fait, il y a moyen d'avoir des prédictions à des énergies encore plus hautes, donc on doit encore chercher. Et en fait, il y aura toujours moyen, il y a une symétrie, donc il y aura toujours moyen de faire super plus haut. Et du coup, en fait, comment est-ce que les gens, la communauté scientifique réagit à ça? C'est qu'en fait, il y a une controverse, du coup, il y a une partie des scientifiques qui disent ah mais maintenant il faut abandonner cette théorie. Il y a une partie qui s'y accroche encore, mais il y a du coup une controverse sur si c'est une bonne théorie ou pas. Alors, est-ce que ça existe aussi dans des milieux pseudo-scientifiques, genre par exemple, est-ce que dans l'homéopathie, par exemple, quand il y a une réputation expérimentale, est-ce qu'il y a une partie, est-ce qu'il y a une division de la communauté, est-ce qu'il y a une partie des gens qui disent ah ok, bah alors il faut abandonner l'homéopathie, et l'autre qui dit non, on peut peut-être encore la sauver et tout ça, ou est-ce que dans la communauté on voit que ça fait bloc, comme si c'était un dogme? Est-ce qu'on peut Ouais. reconnaître ouais, dans le comportement sociologique du coup des gens? Est-ce qu'il y a aussi des critères à voir quoi? Ouais, je pense que ce qui catégorise enfin, ce qui caractérise, pardon, une communauté scientifique saine, donc je vais reprendre une phrase que mon collègue du Cortex, Raoul Maniberton, a écrit. Et ben, quand on en discute, il me ressort souvent ce truc-là. Il dit en fait, une communauté scientifique qui est saine, elle doit être d'accord sur ce qui fait preuve, sur ce qu'est une preuve, une bonne et une mauvaise preuve. Et potentiellement en désaccord sur tout le reste. Voilà. Mais en tout cas, si on est en désaccord sur tout le reste, on va pouvoir rendre fécond ce désaccord si on est d'accord sur ce qui fait les règles, en fait. Si on est d'accord sur les règles du jeu, en gros, et sur ce qui fait une bonne preuve ou une mauvaise preuve, en gros, est-ce qu'on a des critères pour abandonner des hypothèses ou pas? Et si on a ces critères-là, sur lesquels on est d'accord collectivement, eh ben on sait que, voilà, malgré les controverses, de ces controverses-là, a priori, va naître quelque chose de relativement fécond. Et typiquement, dans des choses comme l'homéopathie, je suis pas sûr déjà qu'il y ait des communautés scientifiques qui soient vraiment bien structurées. C'est très industriel, enfin, dans les productions des comprimés, etc. Après, dans les communautés elles-mêmes, je ne sais pas s'il y a des communautés, je ne sais pas s'il y a des congrès, je ne sais pas comment se font les échanges, comment sont traitées les controverses. Je ne sais pas assez pour pouvoir en parler. Mais clairement, moi, je me dis un truc que j'aimerais bien tester un jour avec peut-être justement la théorie des réseaux et des gens qui font ça sur les communautés scientifiques, tu sais, qui dessinent en gros les communautés scientifiques à base de réseaux, etc. C'est super intéressant. Et je pense qu'il y a moyen, si on fait ça, de lire la scientificité enfin, en tout cas en partie, peut-être dans la forme du réseau, et notamment comment il évolue dans le temps. Parce que j'ai l'impression que si on part du principe que justement une communauté scientifique, elle est saine lorsque elle sait collectivement, on a des règles pour savoir quand est-ce qu'on peut abandonner une hypothèse. Du coup, si on regarde vraiment l'évolution de cette communauté, à chaque fois qu'il y a une controverse, on ne devrait pas avoir deux écoles qui tout à coup naissent et continuent en parallèle. On devrait avoir une sorte de synthèse. On devrait avoir à un moment donné un peu un bordel, et puis tout à coup, hop, des hypothèses qui sont abandonnées, et puis une synthèse qui naît, jusqu'à une nouvelle controverse, ou de manière générale, à ce moment-là, il y a plein d'hypothèses qui sont proposées, et puis ensuite, en fait, si on regarde le truc vraiment de loin, à grande échelle, on devrait avoir une forme comme ça, où justement, ça se multiplie pas, les écoles ne se multiplient pas les unes en parallèle avec les autres, et ils vivent leur vie comme ça, mais justement, ce recours se synthétise, quoi. Et un autre truc, je pense, pour qu'une communauté scientifique puisse être qualifiée de solide, c'est la connexion avec ce qui existe déjà. Je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants, en fait. Quand on a une théorie scientifique, si elle n'est connectée avec rien d'autre de ce qui existe, en fait, ce serait vraiment un coup de chance qu'elle ait raison, quoi. Et typiquement, un truc comme l'homéopathie, on peut le tester tant qu'on veut, hein. On peut faire des tests en double aveugle, en fait, il y en a eu plein qui ont été faits. Mais je veux dire,
le truc, c'est que même si on trouve des méta-analyses, même si on trouvait en fait des études qui montrent que c'est significativement plus efficace que le placebo, mais en fait, on aurait encore raison de ne pas y croire. Parce que les raisons théoriques derrière, on n'a aucune raison théorique solide de penser que c'est efficace, en fait. C'est exactement comme les neutrinos. Genre, on observe des neutrinos qui vont plus vite que la lumière, mais on est assuré quasiment, assuré à 99,999% qu'en fait, c'est pas un problème de la théorie, c'est un problème dans le dispositif expérimental. Et ben là, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les études empiriques que l'on veut, mais en soi, c'est une hypothèse qui devrait même pas intéresser les scientifiques en fait d'être testée, parce que si ça marche, ce serait tellement, enfin, ce serait absurde en fait, ça remettrait tellement de choses en question que ça poserait beaucoup plus de problèmes que ça ne résout de. Bah, je sais pas si je suis clair. Là, j'ai un peu dévié sur la question de ça, mais en gros, c'est que l'épreuve empirique, donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a, pour une communauté scientifique saine, on est d'accord sur ce qui fait une bonne preuve et une mauvaise preuve. Après, on s'engueule sur tout le reste, bien sûr, mais en tout cas, on est au moins d'accord sur une bonne preuve et une mauvaise preuve. Et regarder si les théories proposées sont en connexion avec ce qui existe déjà ou si elles sont complètement décalées. Et je pense que pour revenir à la théorie des cordes, je vous conseille ce bouquin de Lys Moline, voilà, qui est super facile à lire. Il y a plein. Donc, il revient. Donc, Lys Moline, c'est un des tenants de la théorie des cordes à l'époque, une des personnes qui a contribué vraiment à son développement dans les années 80. Et il revient sur l'histoire de la théorie des cordes, sur l'épistémologie, enfin la théorie des cordes en elle-même, vulgarisée. Et en gros, il revient et il arrive à la conclusion que c'est un peu pété. Et en fait, la question à se poser, c'est comment ça s'est maintenu aussi longtemps alors qu'il n'y a aucun résultat empirique et que c'est complètement déconnecté de ce qui existe. Et que ça ne reproduit même pas ce qu'on connaît en fait. Ça reproduit la supergravité, ça reproduit même pas la gravité, enfin bon, des choses comme ça. Et du coup, en fait, la dernière question qui se pose à la fin sur le côté sociologique, il se dit, bah, en fait, est-ce qu'on peut expliquer la question, le truc à expliquer, c'est pas pourquoi ça marche, mais c'est pourquoi, malgré le fait que ça marche pas du tout, ça s'est maintenu aussi longtemps. Et du coup, là, il pointe réellement des critères, enfin, typiquement sociologiques, de personnes qui ont cru à cette théorie, qui ont été embauchées, ensuite c'est eux qui ont embauché les autres, etc. Et en gros, ils ont créé une sorte de bulle comme ça. Et typiquement, ça, pour moi, c'est le fait d'avoir une bulle qui n'est pas connectée avec le reste, qui méprise le reste aussi. Ça, il en parle lui aussi, c'est pas moi qui invente, qui méprise aussi tout ce qui existe, en pensant que la théorie des cordes, c'est le paysage final de la physique, c'est la théorie des cordes. Il faut tout penser à l'intérieur de la théorie des cordes. C'est pas connecté avec le reste. On n'invite jamais dans les conférences, ou très peu, des gens qui pensent différemment. Voilà, c'est un ensemble de critères comme ça qui sont typiquement des signes d'une pseudo-scientificité, quoi. Mais encore une fois, si ça avait duré 2, 3 ans, 5 ans, avec en parallèle d'autres théories, d'autres hypothèses peut-être complètement pétées a priori, qui sont explorées, en fait, lui, il le dit, Lys Moline, à la fin, il le dit, en fait, il faut que, là la physique, c'est vraiment, il y a conceptuellement, on est perdu sur plein de points. Donc là, ce qu'il faut favoriser, c'est l'émergence de plein d'hypothèses, plein de théories, qu'on teste tout, qu'on embauche des gens qui nous paraissent complètement originaux, qui pensent pas du tout comme tout le monde, qu'on les embauche, qu'on leur donne des sous, qu'on leur donne du temps pour travailler sur ça. Donc en fait, il dit c'est pas grave qu'on ait essayé de creuser cette hypothèse-là, parce que ça a amené d'ailleurs à des résultats, notamment en mathématiques, intéressants. Mais il dit en fait le problème, c'est qu'il y a eu que ça, c'est que ça a été hégémonique, ça a été totalisant. Et ça c'est un défaut réellement. C'est un défaut réellement, et on pourrait caractériser ça vraiment de pseudo-scientifique, quoi. Donc au sein même de la physique théorique, et en plus une théorie qui est très souvent dans les magazines de vulgarisation présentée comme la dernière théorie, etc., quoi. Voilà, donc, la théorie de quoi des scientifiques. De quoi Discours à charge, la théorie des cordes des pseudo-scientifiques. Oui, non, mais c'est à charge. Après, moi, je suis pas du domaine à la base. Voilà, donc je voudrais. Il faudrait avoir de la contradiction, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que le critère de falsifiabilité, dans ce cas-là, il n'est même pas utile, en fait. En fait, le fait de dire, c'est une bulle
où ils s'autocitent les uns les autres, où personne ne les cite derrière, et où en fait c'est complètement déconnecté, il n'y a pas de résultat empirique, il n'y a aucune explication, on retrouve même pas les théories qu'on connaît déjà. En fait, ça déjà, sans parler de falsification, c'est déjà un signe de pseudo-scientificité, quoi. Sauf, si ça dure 2 ans, c'est une chose, si ça dure 40 ans, c'en est une autre, en fait. C'est toujours pareil, c'est une question de temps aussi. Donc là c'est vraiment un aspect sociologique de la scientificité qui est en fait tout aussi intéressant, quoi. Alors qu'en fait, c'est falsifiable. Enfin, genre, quand on prédit l'existence de particules supersymétriques, en fait, on fait une prédiction qui est en soi réfutable. Et le fait de dire, en fait, à chaque fois qu'on les observe pas, comme tu disais, c'est juste que peut-être qu'elles ont une masse plus grande, on peut dire c'est de la pseudoscience parce que de quoi? Selon la catoche, du coup. Le truc c'est qu'en fait le fait de garder un noyau dur d'une théorie, c'est plausible lorsqu'il y a un noyau dur. Mais en fait, le truc, c'est que dans la théorie des cordes, en fait, il le dit lui-même, Moline, à la fin, il dit en fait, c'est même pas une théorie, c'est un ensemble de trucs qui ressemblent à rien, enfin, qui ressemblent pas à une théorie, c'est des modèles à droite à gauche, mais il n'y a pas de noyau dur. Il n'y a pas de truc vraiment dur qu'on peut garder. Et surtout, quand on garde un noyau dur, il faut que le noyau dur ait fait la preuve déjà de sa fécondité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on remet pas en question Newton, on remet pas en question la relativité générale face à la matière morte, des choses comme ça, c'est pas juste parce qu'on y croit très fort, c'est parce que la théorie en elle-même a été hyper féconde pour expliquer plein de choses. Donc dès l'instant où on a un truc très fécond pour expliquer plein de choses, on sait qu'on prend moins de risques à remettre en question juste certaines hypothèses auxiliaires. Mais quand on a un truc qui de fait a pas forcément fait la preuve de son efficacité, là pour le coup on peut abandonner la théorie tout entière, quoi. Ouais. Je crois que c'est le mot de la fin. Un petit mot de la fin. Je crois qu'on a largement donné à penser à nos auditeurs, effectivement. Là, ça a brassé. En plus, c'est bien, on a recommandé de saines lectures sceptiques, donc c'est bien. Ceux qui veulent aller plus loin savent quoi lire. Cool. Jérémy, dis-nous, si on veut te trouver sur Internet, où est-ce qu'on te trouve pour ceux qui voudraient te découvrir plus? Pour l'instant, j'ai pas de site. Enfin, j'ai rien de spécial. Et j'ai pas encore publié d'article. Je commence ma thèse d'épistémologie. J'ai pas encore publié d'article d'épistémologie. Donc c'est à garder à l'esprit quand même. Ne me faites pas confiance forcément à 100%. Attendez que j'ai écrit des choses qui soient relues par mes pairs justement. Mais je suis sur Twitter. Sinon, si vous voulez me poser des questions, ou alors j'ai un mail parce que je fais partie du Cortex aussi. Et mon mail c'est attar @cortex.org. Donc vous pouvez m'écrire là ou sur Twitter. Oui, et puis tu as au moins un article sur le site du Cortex, je vois, c'est ça que je pensais. C'est toi qui écris Internet et des informations, une fake news, c'est juste? Ouais. Ouais, voilà, donc les auditeurs, c'est sur le site du Cortex, les gens, vous pouvez aller lire Internet et des informations, une fake news, c'est de lui aussi. Voilà, ouais, c'est bien, il faut. Moi, je t'ai découvert, je confesse humblement que je ne te connaissais pas. C'est la recommandation d'Alice, mais c'est bien de voir des nouvelles têtes dans le mouvement, c'est cool. Merci Alice. Merci Jean-Michel du coup. Merci à toi, c'est super intéressant. J'espère que c'était pas trop confus. Non, c'était très clair. Écoutez, il ne reste plus qu'à prendre congé des auditeurs. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Merci Alice, à une prochaine. Ouais, ciao. Au revoir Jérémy. Ciao. Au revoir.